Dans le comté de Gallatin, territoire du Montana, en juillet 1837, alors que tous les autres charpentiers de la région achevaient à une seule cabane, un immigrant suédois nommé Eric Samuelson était occupé à ériger une deuxième couche de mur. Cette structure était située à 2 pieds au-delà du bâtiment initial, créant ainsi une cabane complète, nichée à l'intérieur d'une autre, un peu comme une boîte dans une boîte. L'homme de 41 ans, qui avait auparavant construit des glacières, avait déjà dépensé 2 fois plus de bois et de main-d'œuvre que n'importe quelle autre ferme de la vallée. Son voisin fit remarquer « Vous avez construit une cabane qui porte un manteau ?» ajoutant « C'est la chose la plus extravagante que j'ai jamais vue. » Les autres colons secouèrent la tête en signe de désapprobation, mais Eric continua son travail, martelant sans relâche. Pour découvrir ce qui s'est passé lorsque le rude hiver montagnard du Montana a mis à l'épreuve sa conception à double paroi face à leur cabane à simple paroi, veuillez vous abonner et me faire savoir dans les commentaires d'où vous regardez. Eric Samuelson avait consacré 15 ans à la construction de bâtiments spécifiquement conçus pour contenir le froid. Dans une ville côtière au sud de Göteborg, il avait auparavant construit des glacières pour l'industrie de la pêche, des structures conçues pour préserver la glace hivernale tout au long des étés suédois torrides, gardant ainsi le poisson au frais pendant de nombreux mois. Après que les derniers vestiges de gel eurent fondu des ports, il devint clair que la solution n'était pas simplement des murs épais. Chaque apprenti apprit cette leçon à ses dépens. On pouvait construire des murs de 3 pieds d'épaisseur et observer la glace fondre dès juin si ceux-ci étaient construits en masse solide. La simple épaisseur s'avéra sans importance. Ce qui comptait vraiment, c'était l'air, et plus précisément l'air stagnant. Son mentor, un constructeur âgé nommé Lindqvist, qui avait 40 ans d'expérience dans la construction de glacières, lui avait révélé ce principe quand Eric avait à peine 19 ans. Il s'était un jour tenu à l'intérieur d'une glacière défaillante, dont les murs étaient faits de 2 pieds de bois massif. Alors que la glace formait des flaques sur le sol, Lindqvist pressa sa paume contre la surface intérieure du mur. Il demanda « Sentez ça? Le mur est chaud. Le froid de la glace imprègne le bois, rencontre la chaleur estivale extérieure et est, par conséquent, perdu. » Il conduisit ensuite Eric à l'extérieur vers une autre glacière, une dont les murs étaient 2 fois moins épais, mais construits comme 2 coques séparées, avec un espace entre elles. Le mur intérieur de cette structure était aussi froid que les profondeurs de l'hiver. L'air stagnant ne conduit pas la chaleur et il ne circule pas non plus. C'est, en fait, la meilleure isolation que la nature ait jamais créée. Et son seul coup était la sagesse nécessaire pour l'utiliser. Après ce jour, Eric continua à construire 17 autres glacières. Tout le monde adopta le principe de la double coque, réussissant à maintenir la glace gelée jusqu'en août, tandis que les concurrents avec des structures à murs solides échouaient généralement dès juin. Il n'avait jamais observé la physique fonctionner que d'une seule manière. L'idée qu'elle puisse opérer dans la direction opposée ne lui était jamais venue à l'esprit avant son arrivée au Montana. En 1885, il déménagea sa famille dans le comté de Gallatin, cherchant terre et opportunité, à l'instar d'innombrables autres Scandinaves migrant vers les régions montagneuses. Sa femme Ingrid rêvait d'un véritable foyer avec suffisamment d'espace pour que leurs 3 enfants puissent s'épanouir. Ses compétences en menuiserie devaient leur construire un avenir. La vallée était magnifique, son sol fertile, et puis il y avait les hivers. Les avertissements concernant les hivers rigoureux étaient courants. Cependant, Eric avait déjà enduré le froid de la Suède. Il se demandait à quel point le Montana pouvait être différent. Cet hiver initial, cependant, révéla le contraste saisissant. Le froid en Suède était humide et dense, son intensité atténuée par l'océan. Le froid du Montana, en revanche, était aride et brutal, déferlant des glaciers canadiens sans entrave sur 500 miles.
Le mercure chuta à 30 degrés en dessous de zéro et y resta pendant des semaines. Le vent pénétrait chaque ouverture, chaque fissure et chaque joint mal scellé. Le froid s'infiltrait comme des clous. Pourtant, leur cabane était solidement construite. Eric l'avait construite personnellement en utilisant ses méthodes les plus efficaces, des murs en rondins robustes de 8 pouces d'épaisseur. Elle comportait des joints parfaitement ajustés, scellés avec de la mousse et de l'argile, une cheminée en pierre robuste et un poêle en fonte qui représentait presque un mois de salaire. Tous ces efforts s'avérèrent futiles. Le froid pénétrait directement les murs, non pas par des ouvertures, mais à travers le bois massif. Eric posait sa main sur les rondins intérieurs et percevait le froid émanant de l'intérieur, dissipant la chaleur plus rapidement que son poêle ne pouvait la générer. Les murs ne laissaient pas passer les courants d'air. Au lieu de cela, ils transmettaient le froid à travers 8 pouces de bois massif, le déplaçant de l'extérieur vers l'intérieur, avec la même efficacité qu'une tige métallique transfère la chaleur d'une flamme à sa poignée. Cet hiver-là, il consomma 9 cordes de bois, une quantité presque 3 fois supérieure à son allocation. Ses enfants dormaient à mitouflés dans leurs manteaux, et Ingrid souffrait d'une toux qui persista jusqu'en avril. La famille réussit à survivre, mais de justesse. Quand le printemps arriva, ramenant la chaleur, Eric évalua les dégâts et commença à contempler les glacières. Les glacières avaient des murs massifs qui attiraient le froid de la chaleur estivale vers l'intérieur, faisant fondre la glace. De même, les murs massifs de sa cabane attiraient le froid de l'air hivernal vers l'intérieur, mettant sa famille en danger avec des températures glaciales. Le problème était précisément le même, et la physique sous-jacente correspondait, suggérant que le remède pourrait également être identique. Et s'il construisait sa cabane en utilisant les mêmes principes qu'il appliquait aux glacières, il imaginait 2 couches au lieu d'une seule, séparées par un vide d'air immobile, créant des murs qui ne transféreraient pas la température, parce qu'ils n'étaient pas en contact. Une méthode efficace pour contenir le froid devrait également être efficace pour retenir la chaleur. Au début de l'été, il avait commencé à dessiner des plans. En juillet, ses voisins étaient convaincus qu'il était devenu fou. La structure extérieure fut érigée en premier, formant une ossature complète de cabane positionnée à 2 pieds, au-delà de l'endroit où les murs intérieurs seraient finalement construits. Du point de vue d'un observateur, Eric semblait construire une maison typique, avec des dimensions appropriées et une construction robuste. Tout semblait ordinaire, jusqu'à ce qu'il commence à ériger une 2e série d'ossatures murales à l'intérieur de la structure initiale. Thomas Caldwell, son plus proche voisin et un éleveur qui résidait dans la vallée de Gallatin depuis l'époque d'avant le chemin de fer, lui rendit visite le 4e jour de la construction des murs intérieurs. Caldwell, âgé de 53 ans, était un ancien ingénieur militaire qui avait construit des défenses en temps de guerre et croyait que sa maîtrise des techniques de construction surpassait celle de n'importe quel charpentier étranger. Samuelson, il descendit de son cheval et se déplaça entre les 2 structures murales, évaluant visuellement l'espace. Qu'est-ce que c'est précisément? Ma demeure. Votre demeure. Caldwell frappa ses phalanges sur l'ossature extérieure, puis sur celle intérieure. Vous avez érigé 2 structures, l'une encastrée dans l'autre. En effet, il y a un vide qui les sépare et qui ne semble faire que gaspiller du bois. L'espace lui-même est l'objectif. Caldwell laissa échapper un rire bref et dur, dénué de tout amusement. J'ai construit des ponts pour l'armée de l'Union. J'ai conçu des édifices capables de supporter 10 000 livres et je vous informe maintenant que ce vide est l'élément le plus inutile que j'ai jamais vu quelqu'un encadrer. Il s'approcha, baissant le ton comme s'il transmettait un savoir à un enfant simple d'esprit. Les murs fonctionnent en étant robustes, en offrant une barrière contre le froid. Vous avez érigé une paire de murs avec un espace vide entre eux. Le vide n'isole pas, Samuelson. Rien n'est que rien.
L'air n'est pas une absence. L'air est si négligeable que ce n'est pratiquement rien. Vous auriez tout aussi bien pu laisser cet espace exposé aux éléments pour le bénéfice qu'il apportera. Caldwell fit un signe de tête négatif. Vous avez consommé le double de bois pour la moitié de la logique. Quand l'hiver arrivera et que votre famille souffrira du froid, ce ne sera pas différent de n'importe qui d'autre. Sauf que vous aurez dépensé 2 fois plus d'argent pour en arriver là. Vous finirez par comprendre ce que le reste d'entre nous sait déjà. J'ai construit des installations de stockage de glace en Suède pendant 1 décennie et demie. Avec des doubles murs et des espaces d'air, la glace restait solide jusqu'en août. La glace n'est pas la chaleur. Le froid n'est pas la chaleur. Quelle que soit la méthode qui s'est avérée efficace pour vos conteneurs à poissons, elle n'a aucune pertinence pour subvenir aux besoins d'une famille dans le Montana. Caldwell monta sur sa monture. Mais Caldwell monta sur bas. J'ai déjà observé des novices commettre des erreurs, mais jamais un qui répète intentionnellement la même bévue. Il partit sans un regard en arrière, et, au crépuscule, la moitié de la vallée était au courant que le Suédois construisait 2 habitations, alors qu'une seule suffirait. Les réactions allaient de la sympathie au ridicule au magasin général de Bozeman. Un syndicat de paris émergea en 7 jours, la majorité des paris prévoyant qu'Eric démantèlerait les murs intérieurs avant les premières neiges, une fois son erreur reconnue. Quelques prédictions plus pessimistes suggéraient que l'ensemble de la structure s'effondrerait sous son propre poids inutile. Les autres familles suédoises de la vallée n'offraient aucun soutien. Ils s'étaient efforcés de se montrer comme des Américains pratiques et sensés dans leur établissement. L'étrange maison double d'Eric menaçait de confirmer tous les soupçons selon lesquels les Scandinaves avaient des problèmes mentaux. « Tu nous fais honte », lui dit un fermier suédois nommé Bergström à l'église. Les gens nous trouvaient déjà bizarres, maintenant ils vont nous trouver stupides en plus. Ingrid, la femme d'Eric, faisait face au murmure avec une dignité admirable, mais la tension était visible sur son visage. Leurs enfants, Karl, 14 ans, Anna, 11 ans, et le petit Frédéric, 7 ans, rentraient de l'école avec des histoires de moquerie et des questions auxquelles ils ne savaient pas répondre. « Pourquoi construis-tu 2 maisons ?» demanda Frédéric un soir. « Parce qu'une seule n'est pas assez chaude. » Ingrid répondit, jetant un coup d'œil à Eric par-dessus la table. « Et ton père croit que 2 murs avec de l'air entre les 2 retiendront mieux la chaleur qu'un mur solide. Tu y crois, maman? » Ingrid resta silencieuse un instant. « Je crois que ton père sait des choses sur la construction que les autres ne savent pas. Et si ces choses fonctionneront d'ici comme elles ont fonctionné en Suède. » Elle regarda de nouveau Eric. « Nous le découvrirons ensemble. Ce n'est pas de la foi, mais ce n'est pas non plus du rejet. » Eric s'en contenterait. La construction suivait la séquence qu'Eric avait utilisée pour les maisons à double coque. L'enveloppe extérieure était terminée avant que l'enveloppe intérieure ne commence. La logique était simple. Les murs extérieurs devaient être autoportants, supportèrent leur propre charge de toit, créant un espace protégé où la cabine intérieure allait s'élever. La structure extérieure mesurait 24 pieds sur 18 pieds, encadrée de rondins de 8 pouces récoltés dans une forêt de pins tordus le long de la rivière Gallatin. Construction standard, joints serrés, toit suffisamment incliné pour que la neige du Montana glisse. Quiconque passait ne voyait rien d'inhabituel, juste une cabane bien construite, un peu plus grande que la plupart. La partie inhabituelle était invisible de l'extérieur. À 2 pieds du mur extérieur,
Eric avait érigé une deuxième structure complète, 20 pieds sur 14 pieds, avec ses propres solives de plancher, ses propres montants muraux, ses propres poutres de plafond. La cabine intérieure ne touchait nulle part la cabine extérieure. Elle était autoportante, séparée par 24 pouces d'espace vide de tous les côtés, au-dessus et en dessous. Ses enfants l'aidaient chaque fois que possible. Karl, 14 ans, avait hérité du talent de charpentier de son père, tenant les planches fermement et clouant avec une précision surprenante. Anna, 11 ans, tenait l'inventaire des fournitures. Les clous triés par taille dans des boîtes de café. Charnières et supports étaient étalés sur une bâche. Même Frédéric, 7 ans, contribuait, transportant les copeaux de bois vers le tas de brûlage et apportant de l'eau aux ouvriers. Ingrid observait de loin, la plupart des jours, son visage impénétrable. De temps en temps, elle apportait de la nourriture ou du café, se tenant dans l'espace entre les deux coques et regardant le plafond double étrange au-dessus. « On a l'impression d'être à l'intérieur d'un mur », dit-elle un jour. C'est exactement ça, un mur à travers lequel on peut marcher, un mur fait d'air. Ah, et ça est, l'espace lui-même exigeait une ingénierie minutieuse. Eric avait scellé l'enveloppe extérieure de manière exhaustive, chaque jointe calfeutrée, chaque fissure bourrée de fibres de jute, de la même manière qu'il avait rendu étanche le bois de construction navale en Suède. Les murs extérieurs devaient bloquer le vent et les intempéries. Ils n'étaient pas destinés à arrêter le froid, mais à créer une zone de calme. L'enveloppe intérieure, il l'avait scellée avec encore plus de soin. Joints à double recouvrement, mortier d'argile mélangé à du crin de cheval pour la flexibilité, une membrane par vapeur continue en toile cirée sous le revêtement intérieur. Les murs intérieurs servaient de véritables barrières séparant sa famille de l'hiver rigoureux. Cet espace intermédiaire agissait comme leur défense. L'obstacle le plus redoutable était le toit. Un système à double couche comprenant un toit au-dessus de l'enveloppe extérieure et un autre au-dessus de l'intérieur. Maintenant, la même séparation de 2 pieds. Sa masse considérable a nécessité des poutres renforcées, ce qui a prolongé la période de construction d'une semaine supplémentaire. Les passants croyaient à tort que la robustesse de la charpente indiquait une mauvaise construction. Cependant, elle avait été intentionnellement surdimensionnée pour accueillir la structure à double couche. Le coût total des matériaux s'élevait à $147, soit presque le double des $80 que Thomas Caldwell avait investi dans sa cabane à parois simples l'année précédente. Les besoins en bois à eux seuls représentaient le double des pieds de planche. Eric avait épuisé ses économies personnelles et obtenu un prêt sur sa prochaine récolte pour financer le projet de construction. Bergstrom a fait remarquer que la même somme d'argent aurait pu financer la construction de 2 cabanes distinctes. L'une aurait pu être louée, offrant ainsi 2 résidences. Au lieu de cela, vous avez construit une seule habitation enveloppée par une autre, un peu comme un vêtement protecteur. Un manteau est une description tout à fait exacte. C'est précisément sa nature. Fin septembre, les 2 couches structurelles étaient achevées. Extérieurement, la cabane semblait simplement solide. Une habitation florissante, fabriquée par un charpentier habile démontrant son expertise. Le vide de 2 pieds restait invisible, dissimulé à l'intérieur des murs. Il ressemblait à une chambre cachée englobant tout l'édifice. Un soir, après que ses enfants se soient endormis, Eric traversa l'espace, une lanterne éclairant son chemin, tandis qu'il passait sa main sur les 2 surfaces. Le mur extérieur à sa gauche était frais à cause de l'air nocturne. Le mur intérieur à sa droite conservait la chaleur de la cuisine de la journée. Dans cet espace, un calme absolu régnait, dépourvu de courant d'air ou de tout mouvement. Simplement de l'air stagnant, prêt à démontrer son efficacité. Le premier gel sévère arriva le 3 octobre. À minuit, Eric se plaça dans l'interstice, son souffle visible dans la lueur de la lanterne pour vérifier la température.
Dehors, la température affichait 41 degrés. À l'intérieur de l'interstice, elle était de 19. L'espace isolant remplissait déjà sa fonction. Chaque pionnier du territoire du Montana partageait une conviction identique concernant la chaleur. Des murs plus épais équivalaient à des habitations plus douillettes. Cette notion semblait évidente et instinctive. Un mur de double épaisseur devrait empêcher 2 fois plus de froid. Cette hypothèse était incorrecte. Les substances solides n'empêchent pas le transfert de chaleur, mais facilitent plutôt son mouvement. Le bois, la roche, la brique et même la terre compressée, tous ces matériaux transmettent l'énergie thermique des régions plus chaudes vers les régions plus froides à des vitesses constantes. Un mur en rondin de 6 pouces et un de 12 pouces se comportent presque identiquement dans des conditions de froid intense, car la contrainte principale n'est pas la dimension, mais les propriétés intrinsèques du matériau. La physique sous-jacente est simple. La chaleur se propage à travers les substances solides par conduction, où les molécules entrent en contact, transférant séquentiellement l'énergie de l'intérieur chaud vers l'extérieur glacial. Ce processus est inflexible et pratiquement imparable. Construire des murs plus massifs ne fait que retarder la conduction, cela ne l'arrête jamais. L'air se comporte d'une manière distincte. L'air immobile compte parmi les conducteurs thermiques les moins efficaces de la nature, environ 20 fois moins efficaces pour transmettre la chaleur que le bois massif. Un vide de 2 pouces rempli d'air immobile offre une isolation supérieure à 8 pouces de bois massif. Les molécules dans l'air stagnant entrent rarement en contact. Par conséquent, l'énergie manque de chemin pour s'échapper et la chaleur est contenue. Cependant, l'air doit rester immobile. L'air en mouvement transporte la chaleur par convection. L'air chaud qui monte et l'air froid qui descend génèrent des courants qui transfèrent l'énergie beaucoup plus rapidement que la conduction ne le pourrait jamais. Un espace mal scellé entre les murs serait moins efficace que l'absence totale d'espace. La conception innovante d'Eric empêchait la convection en s'assurant que les 2 couches structurelles étaient entièrement scellées. Les murs extérieurs servaient à bloquer le vent et les conditions météorologiques défavorables. Les murs intérieurs empêchaient la chaleur de l'intérieur de la structure de pénétrer dans le vide. Par conséquent, l'air situé dans cet espace restait immobile. Il n'y avait pas de différence de température significative qui aurait pu initier une circulation d'air. De plus, il n'y avait pas d'ouverture permettant à l'air extérieur de pénétrer. L'air stagnant et immobile assurait l'isolation, précisément parce qu'il restait inactif. Ce principe fondamental n'était pas une découverte récente. Alors qu'Eric avait acquis cette connaissance en construisant des glacières, l'humanité l'avait comprise depuis des milliers d'années. Il y a 2 millénaires, les Romains construisaient des bâtiments à double paroi utilisant l'espace intermédiaire pour réguler la température. Dans leurs thermes et leurs greniers, cette cavité emprisonnait l'air, qui protégeait ensuite les zones intérieures des conditions extérieures extrêmes. Il en résultait des intérieurs plus frais en été et plus chauds en hiver. En Scandinavie, les entrepôts surélevés traditionnels, appelés stabur, utilisaient une construction à double paroi pour protéger les aliments de la chaleur intense de l'été et des températures glaciales de l'hiver. Cet espace intermédiaire maintenait des températures constantes pour les céréales stockées tout au long de l'année, empêchant ainsi la détérioration, un problème inévitable avec les bâtiments à parois simples. Les Perses construisaient des yakchas, d'anciennes glacières dotées de dômes à double paroi qui réussissaient à maintenir la glace gelée même pendant les étés désertiques où les températures atteignaient degrés. Les principes physiques identiques qui maintenaient la glace dans la chaleur de la Perse conserveraient de la même manière la chaleur dans les conditions glaciales du Montana. Même des illustrations simples démontrèrent ce principe. Une couverture de laine fine retient plus de chaleur qu'un drap de coton dense.
Cela est dû aux fibres de laine qui forment d'innombrables minuscules poches d'air. Le duvet d'oie assure l'isolation, non pas parce que les plumes elles-mêmes sont intrinsèquement chaudes, mais parce qu'elles emprisonnent l'air immobile au sein de leurs délicates filaments. Le matériau spécifique est secondaire. L'air est l'élément crucial. La cabane à double couche d'Eric mettait en œuvre ce même concept à l'échelle architecturale. Le vide de 2 pieds encerclant sa structure intérieure formait une couche isolante ininterrompue, d'air stagnant s'étendant du sol au plafond et de mur à mur. Par conséquent, l'énergie thermique était incapable de traverser efficacement cette barrière. Les données quantitatives l'illustraient clairement. Les murs en rondins massifs de Thomas Caldwell, d'une épaisseur de 8 pouces, subissaient une perte de chaleur d'environ 1/2 BTU par heure par pied carré par degré de différence de température. En revanche, la construction à double enveloppe d'Eric, intégrant son espace d'air immobile, perdait de la chaleur à environ 0,1 à 3 BTU, démontrant une efficacité 4 fois supérieure tout en utilisant des matériaux fondamentaux comparables. Pendant une nuit où la température extérieure chutait à 30 degrés en dessous de zéro et la température intérieure était maintenue à 60 degrés, créant une différence de 90 degrés, la cabane de Caldwell perdrait près de 108 000 BTU uniquement par ses murs sur une période de 8 heures. La cabane d'Eric, cependant, perdrait environ 27 000 BTU. La disparité était étonnante. Caldwell était contraint de brûler 4 fois plus de bois pour maintenir une température intérieure équivalente. Cependant, les colons ignoraient ces chiffres précis. Leur compréhension se limitait à la sagesse transmise par leurs ancêtres, génération après génération. Des murs substantiels repoussent efficacement le froid. Leur philosophie était de construire robustement, lourdement, et de consommer plus de bois de chauffage. Lorsque la rigueur de l'hiver arrivait, ils observaient l'espace d'Eric et le percevaient simplement comme un espace vide. Ils le considéraient comme de l'argent gaspillé, du bois perdu, une entreprise inutile dans la construction en bois. Ils ne parvenaient pas à percevoir ce qu'Eric reconnaissait, une barrière invisible d'air immobile. Cette barrière invisible était plus précieuse que tous les rondins massifs du Montana, et l'hiver finirait par leur révéler cette distinction. Fin octobre, la cabane à double couche d'Eric Samuelson était devenue la source d'amusement la plus fiable de la vallée de Gallatin. Les cow-boys trouvaient des prétextes pour passer près de la ferme, retenant leur monture pour observer le bâtiment d'une taille inhabituelle. Il était de notoriété publique que cette structure comportait un vide inutile de 2 pieds. Certains amenaient même des invités de Bozeman pour le voir. Leur but principal était de constater l'erreur du constructeur suédois, un spectacle suffisamment intrigant pour justifier le déplacement. Cela servait d'exemple du mauvais jugement d'un immigrant, et au magasin local, la cagnotte des paris avait atteint aux 14 âges. Whitfield, le propriétaire de magasins montagnien pragmatique qui avait été témoin d'innombrables erreurs, de débutants tout au long de sa vie, tenait des comptes précis dans un livre relié en cuir. Il avait remarqué que la majorité des paris prédisaient l'échec. Il informait les clients curieux que l'accord général était que l'homme démolirait ses murs intérieurs avant Noël, une fois qu'il aurait compris qu'il ne faisait que chauffer de l'air vide. Thomas Caldwell était devenu le participant le plus franc du pool de paris. Il a contribué $10 supplémentaires de ses fonds personnels et a offert une prévision à quiconque voulait l'entendre. Ce vide sera sa perte, déclara Caldwell au magasin un samedi. D'ici janvier, il chauffera 2 zones distinctes au lieu d'une seule. Les murs extérieurs perdront de la chaleur dans le vide et les murs intérieurs perdront de la chaleur dans les pièces d'habitation. Cette augmentation de la surface implique une augmentation double de la déperdition thermique. Il a construit un dispositif conçu pour gaspiller de l'argent. D'autres détracteurs ont présenté leurs propres hypothèses.
Un banquier de Bozeman s'est rendu spécifiquement pour inspecter le bâtiment et l'a déclaré le choix de construction le plus imprudent financièrement jamais fait sur le territoire. Hendricks, un charpentier responsable de la construction de nombreuses maisons dans la vallée, le considérait comme un affront à sa profession, suggérant que c'était l'œuvre de quelqu'un qui avait acquis ses connaissances en construction à partir d'un guide illustré. Le ridicule le plus mordant ne venait pas des étrangers, mais de ceux qui vivaient à proximité. Les autres foyers suédois de la vallée avaient passé des années à cultiver avec diligence une réputation d'être pratiques. Des nouveaux venus industrieux qui comprenaient le pragmatisme américain. L'étrange habitation à double paroi d'Eric mettait en péril toute leur réalisation. « Tu nous fais tous passer pour des imbéciles, » lui fit remarquer Bergstrom après le service du dimanche, son ton imprégné du ressentiment distinct des liens familiaux mortifiés. Quand ton projet s'effondrera, et il le fera inévitablement, les gens ne diront pas que les Samuelson l'ont mal construit. Ils affirmeront que les Suédois manquent d'expertise en construction. Nous porterons toutes les conséquences de ton orgueil. La progéniture d'Eric a ressenti l'ostracisme le plus intensément. Karl, l'aîné, a cessé de participer aux événements de jeunesse de l'Église une fois que les moqueries sont devenues trop sévères. Anna est rentrée chez elle en larmes après qu'un camarade de classe lui a demandé si sa famille était trop pauvre pour s'offrir une vraie maison et était forcée de vivre entre ses murs. Le jeune Frédéric ne saisissait pas l'humour, mais il sentait instinctivement que sa famille était devenue une source de honte. Ingrid a affronté les commérages avec un calme expérimenté, bien que le stress ait creusé de nouvelles rides autour de ses yeux. Elle avait voyagé avec Eric à travers la mer, se fiant à ses décisions pendant des années d'imprévisibilité. Maintenant, elle voyait leur richesse accumulée disparaître dans un plan de construction que toute la communauté jugeait insensé. Les enfants souffrent, lui confia-t-elle une nuit après que les jeunes furent endormis. Karl évite le contact visuel avec tout le monde. Anna pleure jusqu'à s'endormir. Frédéric m'a demandé aujourd'hui si nous étions de mauvaises personnes. Et leur détresse vient du fait que leur père construit quelque chose d'incompréhensible pour les autres. Si l'hiver valide mes inquiétudes, et si cela réfute ta théorie, Eric se retrouva sans réponse. Novembre apporta la première chute de neige significative. 20 centimètres s'accumulèrent contre les murs extérieurs et descendirent gracieusement du toit en pente raide, précisément comme prévu. Chaque matin, Eric traversait le vide, surveillant les températures et observant comment la zone isolée maintenait une chaleur constante, même lorsque l'air extérieur fluctuait considérablement avec chaque système météorologique. Les données semblaient encourageantes. L'espace à l'intérieur de l'interstice restait 15 à 20 degrés Fahrenheit plus chaud que l'extérieur, même avant qu'il ne commence sérieusement à chauffer l'habitation intérieure. Cependant, de simples chiffres ne constituaient pas une preuve, et la communauté n'avait aucun intérêt pour les statistiques présentées par quelqu'un qu'ils avaient déjà qualifié de simplet. Décembre présenterait le défi ultime. Un pari de $60 prédisait son échec. Décembre 1837 se leva doucement, presque avec hésitation, apportant de légères chutes de neige et des températures à peine au-dessus de zéro. C'était le genre d'hiver du Montana qui insufflait aux colons un sentiment d'optimisme pour la saison à venir. Cependant, janvier révéla bientôt la vraie nature de leur fortune. Un front froid sévère frappa brusquement le 9 janvier. À l'aube, la température affichait un glacial 4 degrés, désagréable mais tolérable. À midi, elle avait chuté à 17 degrés et au crépuscule, elle atteignait 29 degrés. À l'approche de minuit, le thermomètre indiquait un glacial 41 degrés accompagné par le début d'un vent hurlant.
par un froid aussi extrême, la vapeur de la laine se solidifie avant même de quitter la bouche. La peau non protégée cède en quelques minutes. Le métal provoque des brûlures au contact. L'atmosphère elle-même se transforme en adversaire, extrayant la chaleur de tout ce qu'elle rencontre avec une précision implacable. Le froid intense persista pendant 11 jours dans toute la vallée de Gallatin. Les foyers basculèrent dans une lutte désespérée pour la survie. Les poêles, qui nécessitaient normalement du combustible toutes les 4 heures, en consommaient désormais toutes les 90 minutes. Les stocks de bois, censés durer jusqu'en mars, diminuaient à un rythme alarmant. La dure réalité de l'hiver devint d'une clarté frappante. Soit consommer plus de combustible, soit faire face au gel. Pourtant, une consommation accrue entraînait inévitablement un épuisement plus rapide. La cabane solidement construite de Thomas Caldwell s'avérait être un refuge de plus en plus intenable. Les murs en rondins massifs de 8 pouces sur lesquels il s'était si sûrement appuyé canalisaient désormais le froid à l'intérieur avec une efficacité impitoyable. Le givre s'accumulait sur les surfaces intérieures et restait obstinément gelé. Sa famille déserta complètement les chambres, traînant les matelas dans le salon principal et se relayant pour dormir afin de s'assurer que le poêle était continuellement alimenté pendant les nuits interminables. Le 14 janvier, Caldwell avait consommé la moitié de son stock de bois pour l'hiver. Sa cabane maintenait 41 degrés Fahrenheit près du poêle, mais tombait en dessous de zéro à moins de 6 pieds de n'importe quel mur. Ses enfants enfilèrent tous les vêtements qu'ils possédaient, les superposant jusqu'à ce que le mouvement devienne difficile. Pourtant, ils continuaient de frissonner. Cette semaine-là fut le théâtre de 2 décès. Le 12 janvier, Pearson, un colon célibataire, fut découvert gelé dans son lit, son stock de bois épuisé et son poêle éteint. Clara Hendricks, jeune mère et épouse du charpentier qui avait ridiculisé la conception d'Eric, s'effondra en tentant de transporter du bois de chauffage depuis la remise. Elle fut découverte à 20 pieds de sa porte, ses bras serrant toujours la bûche qu'elle transportait. La vallée succombait et le froid intense ne montrait aucun signe de répit. Le 15 janvier, Thomas Caldwell entreprit une action que sa fierté lui avait empêché pendant plusieurs mois. Il se rendit à la ferme des Samuelson pour s'enquérir de la famille suédoise dont il était si convaincu qu'elle périrait de froid. Il s'attendait à les trouver recroquevillés et désespérés, brûlant leurs meubles et prêts à abandonner leur cabane double mal conçue pour se réfugier chez des voisins plus pratiques. À son grand étonnement, il trouva Eric dehors, fendant du bois en chemise. « Samuelson !» La voix de Caldwell trembla de froid et de stupéfaction. « Qu'est-ce que c'est que ça? Il fait 40 degrés. Et il faisait 37 degrés ce matin. Ça s'est un peu réchauffé, » répondit Eric en posant sa hache. « Vous semblez bien gelé, Caldwell. Entrez, je vous en prie. » La porte extérieure menait à l'espace de 2 pieds, un espace que Caldwell avait auparavant jugé peu pratique. « Inutile. Un gaspillage de bois précieux, avait-il pensé. Il entra et marqua une pause, luttant pour comprendre la sensation. Une chaleur omniprésente, distincte de la chaleur frénétique émanant uniquement du poêle. C'était la chaleur qu'il désirait tant dans sa propre demeure. Une chaleur ambiante et véritable, enveloppant l'espace. « Quelle est la température ici ?» murmura-t-il. « L'espace maintient environ 48 à 52 degrés. Bientôt, l'espace maintient. C'est comme ça toute la semaine, » déclara Eric, sortant un thermomètre de la poche de son manteau. Il avait méticuleusement suivi les conditions. Les murs extérieurs supportent le plus gros du froid. Les murs intérieurs sont confrontés à cette réalité. Ma famille chauffe une cabane où il fait comme en automne à l'intérieur, malgré le rude hiver dehors. L'entrée intérieure menait directement au salon principal.
Caldwell faillit perdre pied. La cabane offrait une chaleur agréable, un niveau de confort bien au-delà de ce qui était simplement nécessaire pour survivre. À l'intérieur, des enfants étaient assis à une table, occupés à leurs études, vêtus de leurs habits de tous les jours. Ingrid s'affairait à la cuisinière, préparant un repas sans avoir besoin de lourds manteaux d'hiver. Les murs étaient totalement exempts de glace et le sol n'était pas gelé. Un feu modeste et doux brillait dans le poêle. C'était une flamme douce, presque languissante, un contraste frappant avec le brasier déchaîné que Caldwell avait inlassablement attisé jour et nuit. Le thermomètre indique 61 degrés, annonça Eric. Nous l'avons constamment maintenu entre 58 et 64 degrés toute la semaine. Je m'occupe du poêle 3 fois par jour, le matin, à midi et le soir. Nous entretenons des feux modestes, consommant peut-être un quart de corde de bois par semaine à ce rythme. L'esprit de Caldwell effectua instinctivement le calcul. Seulement un quart de corde par semaine? Lui-même avait consommé près de 3 cordes pendant la même période, et pourtant sa famille continuait de frissonner. Et c'est tout simplement impossible, y pensa-t-il. Sa propre voix lui semblait étrangère. Les lois de la physique ne les murs ne pourraient pas, balbutia-t-il. Le détail crucial est que les murs ne sont pas en contact direct. Ma cabane intérieure n'est pas exposée à des températures de 37 degrés en dessous de zéro. Ok. Au lieu de cela, elle rencontre 50 degrés. Je fais face à une variation de température de 50 degrés plutôt que de 100 degrés. Eric désigna le vide derrière eux. Cet air même, cet espace apparemment insignifiant que vous avez jugé sans valeur, accomplit plus que tout le bois robuste du Montana réuni. Définitivement. Caldwell resta debout, au centre de la cabane confortablement chaude, entouré d'une famille qui avait à peine remarqué la vague de froid la plus sévère de l'histoire du territoire. Et puis, il ressentit une sensation totalement étrangère à ses 53 ans d'assurance inébranlable. Il se sentit complètement stupide. Thomas Caldwell resta immobile dans le salon d'Eric Samuelson pendant une durée considérable, sans prononcer un mot. Son regard passa du modeste feu dans le poêle au mur, totalement dépourvu de givre. Il se posa ensuite sur les enfants, absorbés par l'arithmétique, vêtus seulement de leurs manches de chemise. Son esprit d'ingénieur hautement analytique, cet intellect qui avait conçu des ponts pour l'armée de l'Union, réévaluait maintenant fondamentalement toutes ses idées préconçues concernant la chaleur et le refuge. J'ai dit à tout le monde que vous aviez construit un engin conçu pour incinérer de l'argent, avoua-t-il finalement. J'ai même misé 10 $ contre votre succès. Oui, j'ai déclaré votre interstice innovant, totalement inutile à quiconque voulait bien l'entendre. Je m'en souviens clairement. Je m'étais trompé. La confession sortit maladroitement, inhabituelle à sa langue. Thomas Caldwell avait rarement reconnu une erreur de jugement au cours de ses 53 ans. J'avais profondément, sans équivoque, tort, et il est possible que des vies ayant été perdues parce que j'ai persuadé d'autres de ne pas tenir compte de vos conseils. Eric secoua doucement la tête. Des vies ont été perdues parce que les températures de janvier sont tombées à 40 degrés en dessous de zéro. Cette responsabilité ne vous incombe ni à vous ni à moi. Que Clara Hendricks a succombé au froid à seulement 20 pieds de sa propre porte. Son mari avait construit leur habitation en suivant mes conseils spécifiques. Une structure à couche unique avec des murs robustes et non isolés. 8 pouces de bois fin, dont j'avais assuré avec confiance qu'il fournirait une chaleur suffisante. La voix de Caldwell faiblit
Si seulement j'avais prêté attention au lieu de pontifier, si j'avais observé vos méthodes, au lieu de les ridiculiser, mais le passé ne peut être défait. On ne peut que construire l'avenir sur une voie différente. Ingrid apparut alors avec du café, alors qu'elle pressait une tasse chaude dans les mains glacées de Caldwell. Ce simple geste de bienvenue, offert à un homme qui avait incité toute la vallée à mépriser sa famille, sembla le marquer profondément. « Instruisez-moi » demanda-t-il. « Pas pour mon propre bien. Mon habitation reste intacte et je survivrai d'une manière ou d'une autre à cet hiver en consommant du combustible. Mais le printemps arrivera inévitablement. De nouvelles structures seront érigées et les existantes seront restaurées. » Le regard d'Eric croisa le mien. Je suis déterminé à les empêcher de répéter cette même erreur, si cela est en mon pouvoir. En mon sein, une fois que la terre se ramollira, amenez-les ici. Je transmettrai mon savoir à quiconque désire l'acquérir. Caldwell partit cet après-midi-là, emportant des notes détaillées, des mesures précises et des principes clés, notamment la relation entre la taille de l'espace et l'efficacité de l'isolation, ainsi que la nécessité de sceller entièrement les deux couches. Il était arrivé sceptique, mais reparti éclairé. La nouvelle se répandit dans la vallée plus vite que le froid hivernal. Le 20 janvier, une demi-douzaine de familles s'étaient déjà rendues à la propriété des Samuelson pour inspecter personnellement la construction innovante à double paroi. Debout à l'intérieur, ils ressentirent l'air à 10 degrés Celsius 50 degrés Fahrenheit et observèrent des relevés de thermomètres qui semblaient défier le rude hiver du Montana. En retournant à leurs propres habitations, qui leur parurent désormais plus froides qu'auparavant, ils prirent une conscience aiguë de la perte de chaleur significative à travers leurs murs pleins conventionnels. L'arrangement informel de Paris à l'établissement de Whitfield fut discrètement dissous en février. Le propriétaire remboursa les 74 $ aux participants, refusant d'en conserver la moindre part pour lui-même. Il n'y eut aucune objection. Personne ne souhaitait se souvenir d'avoir parié contre les chances de survie. Bergstrom, l'agriculteur suédois qui avait auparavant critiqué Eric pour avoir fait honte à ses compatriotes, arriva à la ferme fin février, faisant preuve de déférence. « J'avoue avoir dit que vous nous aviez fait passer pour des imbéciles, » reconnut-il. « En fait, vous nous avez fait passer pour les seuls individus du Montana qui comprennent vraiment les principes de construction. » Avant la fonte des neiges, 3 foyers s'étaient engagés à adopter la méthode de construction à double paroi. Au moment où avril arriva, ce chiffre était passé à 7. Tout au long du printemps, Eric aida ses voisins à construire des cadres extérieurs autour de leurs cabanes existantes. Cette modification, bien qu'elle n'atteigne qu'environ la moitié des avantages d'une structure construite sur mesure, modifia considérablement leur expérience du froid. En mai, Hendrix, le charpentier, désormais veuf et dont l'épouse était inhumée dans la terre gelée, s'approcha d'Eric avec une supplique empreinte de tristesse. « Je désire acquérir ce savoir. Mon but est de construire des habitations qui ne mettent pas en danger leurs occupants. » Son ton resta ferme, mais son regard trahissait son émotion. « Je suis redevable à Clara à ce point. » Eric lui transmit tout son savoir, les principes scientifiques de l'air stagnant, le rôle crucial des couches scellées et la proportion optimale d'espace par rapport à l'isolation. Ce sont ces mêmes concepts qui avaient conservé 17 glacières suédoises à l'état congelé jusqu'en août et qui avaient maintenu une seule famille du Montana au chaud pendant le mois de janvier, le plus meurtrier jamais enregistré dans la région. Certaines leçons coûtent plus cher que d'autres. Hendrix en paya le prix ultime, mais il ne construisit plus jamais de cabane conventionnelle à parois simples. La cabane à double paroi de la famille Samuelson a duré 61 ans. En 1894, Eric y incorpora un étage supplémentaire, appliquant constamment le concept de double paroi. Murs extérieurs,
mur intérieur et le vide crucial qui les séparait. Karl, son fils, prit possession de la propriété familiale en 1919 et éleva sa propre progéniture dans le même bâtiment, le chauffant avec les mêmes modestes foyers que son père avait utilisés 30 ans auparavant. La cabane fut finalement démantelée en 1948, non pas en raison d'une déficience structurelle, mais par suite du progrès. Le petit-fils de Karl érigea une résidence contemporaine sur le site, dotée de chauffage électrique et de murs isolés préfabriqués produits dans une usine de l'Est. Ces murs manufacturés utilisaient le même principe qu'Eric avait mis en œuvre avec du bois coupé à la main. 2 surfaces distinctes enfermant une poche d'air immobile. À ce moment-là, le secteur de la construction avait inventé un terme pour cela, la conception de murs creux. Cette méthode fut largement adoptée dans les réglementations de construction commerciale et résidentielle à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. Tout au long du XXe siècle, diverses innovations telles que la maçonnerie large à double couche, intégrant des espaces d'air, les murs à ossature remplis de matériaux isolants et les panneaux composites à âme en mousse ont toutes servi à établir des zones d'air statique. Les principes physiques sous-jacents sont restés constants. Seule la terminologie a évolué. La science architecturale contemporaine valide les intuitions d'Eric tirées des glaciaires. Un espace d'air de 2 pouces offre des propriétés isolantes, comparables à près de 4 pouces de bois massif. Les réglementations énergétiques actuelles imposent l'inclusion d'isolation en lame d'air dans pratiquement tous les nouveaux projets de construction adhérant au concept de double paroi. Bien que amélioré par des matériaux contemporains, ce principe fondamental reste identique au plan original d'Eric de 1897. Annuellement, il contribue désormais à des économies de milliards de dollars en dépenses de chauffage. Les premiers habitants, qui se moquaient du vide comme étant insignifiant, construisaient des structures à la manière de leurs ancêtres, et de leurs ancêtres avant eux. Ils érigeaient des murs robustes et des charpentes massives, guidés par la conviction innée qu'une plus grande quantité de matériaux équivalait à une protection supérieure. Leurs actions n'étaient pas dues à la folie, mais plutôt à l'adhésion à la tradition. Pourtant, la tradition, malgré son confort, ne parvient pas à évoluer d'elle-même lorsqu'une compréhension supérieure émerge. Eric Samuelson possédait un avantage distinct que ses voisins n'avaient pas. Il avait consacré 15 ans à un domaine où une isolation efficace déterminait le succès ou l'échec financier. Les glacières infructueuses subissaient des pertes, tandis que les réussites généraient une richesse substantielle. Les impératifs financiers avaient contraint à des avancées dans cette industrie, une pression absente dans la construction résidentielle. Ses voisins pouvaient construire des maisons de manière inadéquate, car ils pouvaient simplement compenser en consommant plus de bois de chauffage. Ils enduraient un froid plus intense et ne se demandaient jamais si leurs croyances sous-jacentes étaient erronées. La véritable dépense restait invisible, étalée sur de nombreuses années d'efforts et de consommation d'énergie supplémentaire. Son impact se faisait sentir en frissons, pas en argent, jusqu'en janvier 1848, où le prix fut compté en vies humaines. Cette perspicacité dépasse la construction. Chaque discipline recèle ses propres présuppositions incontestées. Ces convictions sont si ancrées qu'elles semblent être des lois fondamentales de la nature, plutôt que de simples pratiques coutumières. Elles incluent des notions telles que une plus grande épaisseur équivaut à plus de chaleur, la solidité implique la force et une quantité accrue est toujours préférable. Parfois, une abondance n'est que cela, une abondance. Par moments, le vide, l'espace inoccupé, ce qui semble n'être rien, a plus de valeur que tout ce qui l'entoure. Eric Samuelson est décédé en 1919, l'année même où son fils a pris le contrôle de la ferme familiale.
Sa nécrologie, publiée dans le journal de Bozeman, ne contenait aucune référence à la construction à double paroi ou au rude hiver de 1888. L'article l'identifiait comme un charpentier et agriculteur, un immigrant suédois qui s'était établi une vie dans le Montana. Cependant, les familles qui avaient appris de lui se souvenaient de son héritage sous un autre jour. Ils se souvenaient de l'individu qui avait construit une cabane si efficacement isolée que l'on pouvait confortablement porter un manteau à l'intérieur. C'était une structure comme une boîte dans une autre boîte, une habitation qui évoquait la sensation d'octobre même lorsque le calendrier affichait janvier. Il se souvenait de l'homme qui avait démontré que le vide, lorsqu'il est correctement organisé, pouvait surpasser la valeur de la substance matérielle, et ils construisirent leur propre bâtiment en suivant ce principe.